travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Parce qu'on entend et on lit beaucoup de choses de la part d'un grand nombre de personnes, c'est-à-dire des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout cela, on a demandé à notre expert du jour, et un expert de taille car il s'agit, on a l'immense honneur de recevoir Jean-Claude Legrand, directeur général des ressources humaines L'Oréal. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. L'Oréal, pour tous ceux qui seraient pas de cette planète, L'Oréal c'est 85 000 employés, 162 nationalités. L'Oréal en croissance depuis plus de 30 ans. Une citation à vous Jean-Claude pour commencer. L'agilité de L'Oréal dépend de la qualité et de la diversité de nos collaborateurs. Alors comment on fait pour ne trouver que des perles rares, Jean-Claude ? C'est comme dans le sport de haut niveau. C'est comme si vous posiez cette question à, je sais pas, une grande équipe de basketball ou une grande équipe de football féminin. Pourquoi et comment on arrive à mettre ensemble que des gens très forts? C'est un travail de très longue haleine. C'est un travail compliqué, mais c'est celui qu'on essaye de faire. Donc c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est comme ça qu'on crée. C'est amusant parce que dans le sport, ça paraît tout à fait logique. C'est comme ça qu'on crée une dream team. Une dream team, c'est quand dans chacun des postes, vous avez des gens très forts. Et même si tout le monde ne marque pas des buts, ou tout le monde n'est pas au filet ou fait des dunks. Voilà. Donc il faut que dans chacun des postes, vous ayez des gens très forts. Même dans les ressources humaines, par exemple. Alors concrètement, pour aller chercher cette dream team, vous pouvez nous livrer quelques petits secrets, vos leviers d'acquisition, vous êtes toujours disponible en tant que marque là où sont vos cibles de recrutement, vous êtes toujours à la pointe. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez de plus que les autres finalement ? Deux grandes choses. Dans le business, et puis je vais vous parler de ressources humaines. Dans le business, je pense qu'une des grandes différences, c'est l'innovation. C'est d'être effectivement en permanence dans une logique de nouvelles idées, de nouvelles formules, de nouveaux produits, de nouveaux packaging. Quand L'Oréal met sur le marché, j'en ai autour de moi, mais peut-être il ne faut pas que je me lève parce que peut-être vous me filmez, mais c'est des packaging quand on est les premiers à mettre sur le marché des packaging en carton à la place du plastique. Alors, en partie en carton, pas tout le tube, parce qu'il y a des éléments en plastique encore dans le tube. Je pense que quand vous transformez cette idée du développement durable en une innovation durable, les consommateurs et les consommatrices sont intéressés. On pense à L'Oréal que la différence est une énorme source de productivité et de croissance. Voilà ce qu'on pense à L'Oréal. En termes d'onboarding, en termes d'intégration, quand vous intégrez en fait des nouveaux collaborateurs aujourd'hui chez L'Oréal, que ça soit au siège ou dans vos différents espaces chez L'Oréal, est-ce que est-ce que la Covid a changé la manière de faire ? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous effectuez l'ensemble des entretiens en vidéo ? Est-ce que vos recruteurs fonctionnent de cette manière ? Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de la démarche ? On a eu des entreprises avec Thibaut qui nous disaient que maintenant, ils font signer les contrats de travail directement à distance et que c'est quelque chose qu'ils vont amplifier. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ? Qu'est-ce que ça change profondément avec l'intégration des nouveaux salariés ? Alors, il y a deux éléments. La première chose, quand on intègre des gens, ils sont toujours très surpris parce qu'on a un processus d'intégration qui s'appelle FIT, Following Integration Training Track, auquel on est très attaché et qui permet et qui surtout donne du temps aux gens pour pouvoir s'intégrer en faisant beaucoup de rendez-vous et de rencontres. Ils sont très surpris parce que c'est effectivement un cadeau et quand ils viennent de l'extérieur, ils disent « mais comment vous faites pour investir autant sur moi ou passer autant de temps ?» Qu'il y ait le Covid ou pas, ça change absolument rien. L'idée de ce programme, c'est de faire des rencontres. Nous, L'Oréal, on croit beaucoup aux rencontres. Et donc, les gens font des rencontres, se connectent, et donc c'est ça le plus important. Donc voilà. Et en Covid ou pas en Covid, ça change rien. Maintenant, c'est plus difficile de les faire à distance, mais on mène plein de parcours d'intégration à distance.
Jean-Claude, je reviens sur la diversité et l'inclusion. Il y a 65 000, hein, vous me corrigez, 65 000 collaborateurs qui ont suivi la formation diversité-inclusion. Vous parliez tout à l'heure, lorsque vous marchez dans les couloirs, de voir cette diversité qui correspond à la diversité finalement de notre pays. J'ai une première question quand on parle de marque employeur et plutôt communément de marque. Comment on réussit à trouver un dénominateur commun, parce qu'il faut bien en trouver un pour rassembler tous ces gens, aussi différents soient-ils. Comment est-ce qu'on fait? Peut-être que c'est trop loin pour vous maintenant, L'Oréal s'est établi et on... Ils ont en commun cette idée de beauté qui change le monde. Nous, j'allais dire, un motto commun. Aujourd'hui, pour parler dans le monde d'aujourd'hui, on a un sense of purpose. On a quelque chose qui nous unit, qui est la beauté qui change le monde. Moi, depuis 26 ans, je pense que par la beauté, par les marques de L'Oréal, par les produits, j'arrive à faire évoluer le monde. Nos communications, elles essayent de faire bouger les lignes. Nos produits, notamment tout ce qui est axé sur le développement durable, essayent de faire changer le monde. Donc il y a 85 000 personnes engagées dans cette aventure, dans quelque chose qui est plus grand que nous, qui est comment la beauté peut changer le monde. D'accord. Effectivement, dans la plupart des boîtes, on parle de côté passion, passion de métier, d'un secteur. Est-ce que c'est pas devenu trop galvaudé la passion? Je cite des exemples, passion de la restauration quand on bosse dans un groupe de resto, la passion du sport quand on est dans un équipementier, la passion de... Est-ce que c'est quoi? C'est la passion de la beauté ou non? En fait, c'est galvaudé aujourd'hui le mot passion pour recruter des candidats? Non, moi je pense que c'est pas du tout galvaudé. Ce qui est pas simple, c'est de trouver le hook de la passion. Parce qu'il y a des passions plus ou moins grandes et plus ou moins larges. Et puis ensuite, il faut surtout, le plus important, c'est qu'entre ce qu'on vend en tant qu'entreprise ou comme marque employeur soit la réalité. C'est-à-dire que je peux être passionné des voitures et si finalement j'arrive dans une entreprise dans laquelle c'est ce qu'ils ont vendu à l'entrée, mais dans la réalité, je suis pas engagé dans l'aventure et en rien je peux contribuer, je vais pas être passionné longtemps. Je peux avoir la passion de la restauration et si je me rends compte que les valeurs de l'entreprise sont pas celles-là, je vais pas être passionné longtemps. Donc la question, que tout le monde vende de la passion, c'est fantastique. Et c'est ça la différence. Tout le monde n'est pas nécessairement passionné pour la beauté, donc tout le monde n'est pas nécessairement fait pour travailler pour L'Oréal. Par contre, est-ce que nous, quand des gens viennent chez moi en pensant qu'ils vont avoir une aventure passionnante, est-ce que je suis capable de rendre l'aventure passionnante? Est-ce que je suis capable de les passionner? C'est ça la vraie question. Ça veut dire que ce que vous cherchez au-delà de tout, c'est finalement à mettre en place une stratégie d'emploi. Voilà, comme c'est à la mode aujourd'hui d'en parler, d'employé advocacy, un soutien en fait des équipes. Est-ce que là-dessus, en fait, L'Oréal met en place des stratégies spécifiques, notamment sur LinkedIn, sur les différents réseaux sociaux, pour que l'ensemble des collaborateurs puissent soutenir la marque? Est-ce que c'est quelque chose qui existe, pardon, chez vous? Absolument. Absolument. On a commencé très tôt chez LinkedIn, parce que on travaille avec LinkedIn depuis plus de 10 ans. Moi-même, j'ai rencontré les dirigeants à l'époque. Ils n'appartenaient pas à Microsoft et ils étaient d'un contact aisé. Donc, j'ai rencontré les dirigeants de LinkedIn quand ils venaient en France. J'ai moi-même, peut-être je vais gagner grâce à vous des nouveaux followers, même si ce n'est pas un but dans la vie. Mais j'ai pratiquement 20 000 followers sur LinkedIn. Donc, c'est assez intéressant comme communauté d'ailleurs. Parce que j'avais pour habitude de dire que moi, je fais du LinkedIn bio / artisanal. C'est-à-dire que je n'ai pas une agence, c'est moi qui fais les posts tout seul. Une fois, j'ai été interpellé par quelqu'un qui me suivait en disant il y a une faute d'orthographe. Je dis oui, ça tombe bien, c'est moi qui l'ai faite. J'ai pas eu le temps de me corriger, je suis désolé, mais je vais corriger la faute d'orthographe, il n'y a aucun problème. Je réponds moi-même aux gens et je fais moi-même les posts. Oui, je pense que c'est une façon d'interfacer avec les autres, d'être en contact, qui est nouvelle et qui est intéressante. Très bien. Donc aujourd'hui, la page carrière de L'Oréal sur LinkedIn est un formidable moyen finalement de pouvoir agréger les candidats, peut-être donner des informations, mais pas que on parle de ce réseau social, mais sur l'ensemble des réseaux, en tout cas, vous utilisez les canaux qui sont à disposition de vos cibles, on le comprend. Pour avoir un chiffre pour vous, LinkedIn L'Oréal, c'est 3,5 millions de personnes qui nous suivent et on a à peu près 5 millions de candidatures LinkedIn. Donc oui, c'est un réseau important, utile. Moi, par exemple, LinkedIn m'intéresse beaucoup pour aussi suivre beaucoup de choses dans l'actualité.
innovant et créatif chez L'Oréal, et comme vous êtes inclusif et que vous représentez toute la société finalement, j'imagine qu'on peut aussi vous trouver sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, sur l'ensemble en fait des plateformes. Ça, vous pouvez. Alors moi, pas tellement, parce que moi je suis surtout sur Instagram. Ça, vous connaîtrez tout de mon passé. J'ai un compte privé, un compte public. Sur mon compte privé, je limite à mort et ce qui est lié à mes passions, notamment autour de l'équitation. Donc là, j'ai 200 followers. Sur mon compte public, je dois en avoir, je sais pas, 1000. Et puis ensuite, j'utilise pas mal WhatsApp, mais j'utilise aussi WeChat. Et ça, c'est déjà... Là, j'ai fait ma journée. Vous voyez, quand j'arrive à suivre moi-même mon LinkedIn, regarder et pas passer des heures sur Instagram, plus voir des gens en vrai, faire mon boulot, piloter des projets, c'est bon, c'est à peu près, ça me prend à peu près, je sais pas, 18-19 heures par jour, donc c'est pas mal. Alors, vous parliez de voir des gens en vrai. Forcément, même là, on a l'habitude d'entendre ce genre de questions par rapport à la crise sanitaire qui a changé énormément de choses dans le quotidien des entreprises. J'ai deux questions en une. La première qui est un peu générale. Comment ça s'est passé pour L'Oréal? Parce qu'effectivement, vous avez énormément contribué. Je pense au gel hydroalcoolique, etc. Comment vous avez bossé? Comment ça s'est organisé? Et la suite, c'est-à-dire là, on est le 8 juin, donc demain, le télétravail n'est plus obligatoire. C'est quoi la suite? Est-ce que ça laisse des traces? Est-ce qu'on est obligé d'avoir accéléré ce télétravail qui était peut-être en pourparlers ou qui était déjà présent chez L'Oréal? Est-ce qu'on demande l'avis à nos collaborateurs? Quand on est une marque comme L'Oréal, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a deux éléments pour moi dans ces éléments. Le premier, comme vous êtes avec vos accents méditerranéens, ça me fait penser, je ne sais plus si c'est Sénèque, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. C'est-à-dire que tracer une perspective, cette crise de la Covid, elle a révélé toutes les forces et toutes les faiblesses qui étaient en nous. C'est vrai pour nous en tant qu'individus, c'est vrai pour une organisation, quelle qu'elle soit, un État, une entreprise, je sais pas, un parti politique. Donc, ce que nous sommes intrinsèquement a été mis un révélateur d'être très secoué par toutes ces remises en cause et toutes ces crises. Chez L'Oréal, par exemple, depuis 2012, on avait déjà et on promouvait à mort le travail hybride à distance. C'est pour ça que, par exemple, quand l'année dernière, c'était la grande mode, moi j'étais très attaqué à ce moment-là, la grande mode, ici en France, pour bien être dans la roue des anglo-saxons et pour surtout pas avoir une idée de plus, mais suivre les GAFAM en disant full remote. Je ne citerai pas toutes les boîtes françaises qui ont fait des déclarations, grandes compagnies françaises qui vendent des voitures, qui ont expliqué que c'était le nouveau mode de travail, c'était tout le monde en remote. Bon, nous, on n'a jamais cru à ça. On avait de l'expérience. L'intérêt d'une entreprise comme L'Oréal qui a traversé deux guerres mondiales, la crise de 1929, la crise de 1974, la crise de 1991, la crise de 2001, la crise de 2008, c'est qu'effectivement, on a de l'expérience. Bon, donc dans une crise, la première chose, c'est comme dans les sables mouvants, il faut surtout pas s'exciter, surtout pas s'énerver, surtout pas perdre son calme, rester très très calme, très froid et voir à long terme. Nous, ce qui nous a guidés, c'est toutes les décisions que je prends aujourd'hui, quelles seront l'ombre du futur, quelles seront les conséquences de ces décisions. Et donc du coup, par exemple, dès l'année dernière, on a basculé, on était déjà dans l'hybride. Par exemple, en Angleterre, on a 3000 collaborateurs qui travaillent déjà en ce qu'on appelle en full remote. Et on voyait bien que sur une expérience de 6 ans, ils prenaient en moyenne 1,6 jours. Donc nous, on a proposé 2 jours. Donc nous, on a dit, on est une compagnie de travail pour travailler 3 jours ensemble. Et ensuite, on pourra prendre 1 ou 2 jours. Ce qui me fait rire aujourd'hui, vous l'avez vu dans le week-end, Apple, Tim Cook a carrément pris la parole pour dire, chez Apple, ça sera tous les lundis, tous les mardis et tous les jeudis ensemble, sous-entendant impossible de prendre un lundi en remote. Bon, L'Oréal, on a confiance dans nos collaborateurs, donc nous, on va laisser la liberté aux managers de décider. Mais toutes les décisions qu'on avait prises avant vont s'avérer encore plus payantes après. Et je vais vous donner un dernier exemple, pour ça que je souris. J'avais déployé avec la patronne de l'IT à très grande échelle le logiciel de Microsoft qui s'appelle Teams en formant des dizaines de milliers de collaborateurs en septembre-octobre 2019. J'ai eu des appels, ils savent qu'ils ne vont pas se reconnaître dans votre call parce qu'ils n'écoutent pas nécessairement, mais de patrons m'engueulant en disant mais comment ça, on forme trop, c'est quoi ces nouvelles idées, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Bon, quand on a passé 55 000 personnes sur Teams en mars
2020, ils étaient quand même bien contents d'avoir été formés, qu'on ait tout essayé, que tout fonctionne. L'Oréal, il n'y a même pas eu une heure de break, hein, puisqu'on est passé d'un modèle tous ensemble à un modèle tous à distance, comme ça. Hein, donc il faut avant tout féliciter les équipes IT, mais c'est surtout parce qu'on avait anticipé, préparé avant, c'est surtout ça. Donc la clé pour vous, finalement, c'est toute préparation dans l'entreprise permet en fait à partir du moment où on anticipe les choses, on va se retrouver dans une situation forcément gagnante et dans des opportunités qu'on prendra de manière positive. Bon, moi, je vais vous dire un truc, je suis absolument persuadé qu'on va vers de l'hybride, mais pas autant d'hybride que les gens vous le racontent. Je pense que les gens, il n'y a pas un monde avant-après. On a tous traversé une expérience qui nous a bouleversés. Beaucoup d'entre nous ont perdu des proches. On pensait que la maladie les toucherait jamais, les a touchés. On a une bien meilleure conscience de notre vulnérabilité. C'est un wake-up call pour chacun d'entre nous qui nous pensons avec nos iPhones à la con, éternels, insubmersibles, intouchables. Donc, réveil massif sur le climat, réveil massif sur nos fragilités, réveil massif sur la fragilité des organisations, sur à quoi on est attaché, à quoi on l'est moins. Maintenant, il y a des modes là qui sont développés qui sont stupides. Les gens, on est un animal social, on a besoin des autres, on ne va pas travailler à distance toute la journée. L'espèce de truc de se dire on va à Bordeaux, bah non, parce que ton entreprise, elle va dire j'ai aucun intérêt que ce soit à Bordeaux, tu vas aller à Bombay et ça va me coûter beaucoup moins cher. Donc maintenant, on a compris qu'on allait harmoniser différents, mais cependant, être ensemble, créer ensemble, se connecter, va rester l'essence même de l'aventure humaine et collective. Voilà, maintenant, est-ce qu'on peut le faire plus intelligemment? Oui. À New York, ça m'intéresse que mes personnes passent pas 3 heures à commuter, oui. Est-ce que ça les a fait réfléchir au commuting? Oui. Est-ce que je vais inventer des tiers-lieux où ils vont pouvoir s'arrêter avant de venir dans Manhattan? Oui. Voilà. Est-ce que je l'aurais fait avant? Pas à cette échelle, pas à cette vitesse. Des tiers-temps, comme on les appelle. Pourtant, 74%, enfin, il y a une étude d'Opinionway qui dit que 74% en fait aujourd'hui des salariés français n'ont pas envie de revenir à un modèle full-time du lundi au vendredi. Alors, il y a ça. Bah, s'ils se font chier, ils seront tout autant chier chez eux. Donc la question, c'est le sens et l'intérêt du travail. Non, autre exemple qui me fait rire, ici, par exemple, on n'a pas arrêté les travaux. Je vous parle du siège de L'Oréal. On était en train de faire percer, j'étais en train de faire percer des planchers, des étages dans le parking pour doubler la taille du parc à vélo. Donc là, mars-avril l'année dernière, faut-il immédiatement arrêter les travaux? Non, surtout pas, on les poursuit. Bah, ça tombe bien parce qu'on a doublé les utilisateurs de vélo. On a fait des travaux juste en mars-avril l'année dernière pour doubler les bornes électriques. Bah, c'était bien de continuer à doubler les bornes électriques. Ça nous est très utile aujourd'hui. Donc oui, ce que vous disiez est juste parce qu'on pense à la même chose, c'est qu'il faut voir loin et pas. Je sais pas, vous jouez au tennis tous les deux ou pas? Squash. Ben, c'est pareil. Donc c'est en plein Roland Garros. Hein, et ben, la base du squash, du tennis, du paddle, ce que vous voulez, c'est de pas regarder la raquette. Hein, c'est de voir où vous voulez mettre la balle. Bon, bah, les gens, ils passent leur temps à regarder la raquette. Bon, c'est pas comme, il faut voir loin. Il faut voir au-delà du filet, au-delà de la ligne du mur, au-delà du truc. Voilà. Réveil massif sur des grands sujets, des opportunités pour vous, Jean-Claude, d'abord, mais pas de changement, on va dire, dans le fonctionnement tel que beaucoup l'ont connu, quoi. Enfin, un changement hybride qui se met en place et on accompagne ce changement, mais pas un bouleversement cataclysmique. Voilà. Non, non, c'est pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui attendent le grand soir, la révolution. Je pense pas que c'est pas parce que ça m'arrange ou pas, mais ça n'a pas de sens. Finalement, vous étiez un petit peu précurseur parce que L'Oréal Share and Care s'est lancé en 2012 quand même. Et on le rappelle, c'est pour la protection, la santé, l'équilibre et le lieu de travail. Donc quelque part, apparemment, oui. Pareil, c'est intéressant, mais c'est difficile de s'interrompre parce que je sais qu'il y a des micros, mais regardez. L'année dernière, nous, on décide dans Share and Care de renforcer notre pilier sur la santé. Ici en France, on recrute des médecins du travail supplémentaires. Pareil, j'ai des gens qui sont venus me voir en disant mais pourquoi on en a déjà assez, on en a une dizaine. Non, justement, on considérait qu'on n'avait pas assez de médecins du travail. Vous vous rendez compte l'effet de levier que ça a été pendant la crise, c'est des médecins du travail. Je les en remercie, je remercie aussi les médecins qui nous ont aidés quand on a des collaborateurs. Nous n'avons perdu aucun collaborateur ici en France, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. On a perdu des collaborateurs au Mexique, on a perdu des collaborateurs en Inde, on a perdu des collaborateurs en Russie. Au total, très peu de monde à l'échelle de L'Oréal, mais quand même.
Et du coup, cette idée de la santé au cœur de la priorité des ressources humaines, ça paraissait pas du tout évident il y a un an. Aujourd'hui, même en le disant, je me trouve ridicule. Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un impact en fait sur le leadership chez L'Oréal, sur le management? Est-ce qu'il y a eu des process mis en place par rapport à peut-être une adaptabilité à un nouveau management? Rien que le fait de devoir communiquer en continu, même si on l'a appréhendé depuis longtemps et qu'on l'a anticipé, c'est pas si simple en fait d'un seul coup en fait de ne jamais se retrouver avec ses équipes. Et donc, est-ce que là, il y a eu des transformations à ce niveau-là, en termes de leadership, tout simplement? Non, moi je pense qu'en termes de leadership, ce qui est sûr, c'est que là où je réunissais, par exemple, moi dans les ressources humaines, mes équipes, je sais pas, 2 fois par an, je leur parle toutes les semaines, donc c'est sûr qu'on a plus de proximité, c'est évident. Et maintenant, il faut pas nécessairement se parler tous les jours pour rien. Donc quand on est en situation de crise, on a beaucoup de choses à se dire. Quand on l'est moins, il va falloir inventer un rythme aussi peut-être moins serré, même si c'était très utile et intéressant. Toutes les thèmes que j'entends comme vous sur sincérité, machin, c'est aussi crétin que les générations X, Y ou Z. Hein. J'étais ce matin avec une jeune femme, on parlait avec beaucoup de nostalgie du fait qu'elle était de la génération Y. Moi, je crois pas aux générations. Hein. C'est comme si, bah, c'est l'analogie que j'utilise. Euh, c'est avoir 20 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir 20 ans quand on a un iPhone? Moi, j'avais pas d'iPhone, mais il y avait le mur de Berlin. J'ai été élevé dans un autre monde. J'ai passé ma vie à m'adapter à un nouveau monde. Donc voilà, maintenant il y a. Non, moi je pense que les attentes de la génération, soi-disant là, les millennials. Donc les attentes des millennials, ça serait, ils veulent plus de sincérité, être mieux traités. Mais moi, désolé les garçons, moi j'ai plus de 55 ans et je veux aussi être traité avec respect, sincérité, intégrité. C'est pas du tout une question d'âge. Hein, c'est pas une question de génération, c'est une question, on est dans un moment où oui, effectivement, les managers qui seront pas les plus sincères et honnêtes possibles vont avoir du mal. Les managers qui n'ont pas le plus d'intégrité et d'éthique vont avoir du mal. Les managers qui sont pas avec de l'empathie et de la volonté d'aider les autres vont avoir du mal. Et ils auraient eu du mal avant, ils vont en avoir encore plus après, et voilà. Ils sont tout simplement disruptés. Contexte, hein. C'est pas lié au contexte. C'est une avancée classique et logique pour vous. Absolument. C'est le monde vers lequel on va. Alors là, il l'accélère. Forcément. Mm. Forcément, il accélère. Et après, quand on parle de génération, nous, on vous suit complètement. Parce qu'effectivement, pour nous, c'est une aberration de parler de génération. C'est juste les canaux qui changent. Là, vous énumérez l'iPhone. Il y a toutes les technos et Teams en faisait partie d'ailleurs. Il y a tout ça qui change et c'est des moyens différents pour communiquer les uns avec les autres. Ma grand-mère, elle me disait, tu passes trop de temps devant la télé. Alors maintenant, on appelle ça la linéaire télé. Mais bon, ça m'amusait. Effectivement, elle n'avait pas la télé, donc elle passait sa journée dans son jardin. Bon, ben moi, j'ai passé un peu de temps devant la télé, puis un peu de temps dans le jardin aussi. Maintenant, j'engueule mes enfants parce que je trouve qu'ils font trop de réseaux sociaux. Et ils vont aussi dans le jardin, qui est chez moi, dans le sud de la France. Bon, donc c'est un mélange. C'est-à-dire que même moi, je suis capable, j'ai été formé, je suis capable de faire un post sur Instagram. Ah, ma grand-mère, ça, c'est pas possible pour elle. Et puis mes enfants, ils font des trucs que je serais pas capable de faire. C'est-à-dire, depuis, je sais pas, 300 000 ans, on a posé le pied en Europe, on a cessé de développer des choses. C'est la rencontre entre, justement, des civilisations, des gens différents. C'est ça la beauté de l'homme. C'est pour ça que je fais des ressources humaines, moi. C'est parce que je crois qu'on est capable de s'améliorer, de se transformer. Bon, par contre, conseil à tous les gens qui nous regardent, et là, je me vois à l'écran avec ma barbe bien blanche, ça passe très vite. Il n'y a pas de replay, il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a qu'une seule prise et il faut y aller vite. Donc cette crise a encore démontré à quel point les gens qui procrastinent, les gens qui disent non mais je vais faire ça, il n'y a pas d'année prochaine, il n'y a pas de demain. Moi tous les jours quand je me lève, c'est quel est l'impact, qu'est-ce que je vais pouvoir changer, améliorer, transformer et pas continuer à tourner en rond pour se dire non non mais pas aujourd'hui mais ça demain je vais le faire. Ouais. C'est pas compliqué ça quand même au quotidien d'avoir un impact et de se rendre compte de l'impact. Vous disiez celui qui se fait chier au travail se fait chier en télétravail, c'est vrai. Est-ce que du coup comment on arrive à faire bouger les lignes? Est-ce que c'est pas le rôle de chacune des entreprises aujourd'hui d'attirer, mais plutôt que sur un truc bullshit, d'attirer des candidats par rapport à la paillette, par rapport à ce on peut leur vendre, les attirer en fait sur quelque chose de réel? Comment on fait pour faire ça sans le dissocier du business?
Bah, c'est simple, hein. Par exemple, là, nous, on prépare un plan qui s'appelle L'Oréal for Youth, qui va consister à donner encore plus d'opportunités en apprentissage, en job d'été, dès cet été, en CDI, en CDD, partout dans le monde. L'année dernière, L'Oréal, on a donné 14 000 opportunités à des jeunes. Cette année, on voudrait en donner 18 000. 18 000 possibilités, 18 000, même si c'est un stage d'un mois dans une usine en Colombie. Ben moi, je voudrais bien que plein d'entreprises aient le même réflexe que nous, et pas uniquement de se dire, oui, monsieur le ministre, j'ai posté mes offres d'emploi sur la plateforme. Franchement, c'est très bien, mais c'est le minimum. Les entreprises, aujourd'hui, vous voyez très bien, qu'est-ce qui se passe? Finalement, cette crise est une énorme opportunité. Hein. Vous avez tous découvert, vous le saviez déjà peut-être, cet idéogramme chinois dont tout le monde dit, ah oui, crise veut dire opportunité. Ça se traduit dans les résultats d'entreprise. L'Oral est en train de faire une très belle année 2021. Et en plus, nous, quand on se compare pas à 2020. Hein, on compare à quelle est l'année 2019. L'année 2019 était une très belle référence. C'était notre meilleure année depuis 10 ans. Là, dans ce début de 2021, on fait beaucoup mieux que ce qu'on faisait en 2019. Et on n'est absolument pas les seuls. Parce que le monde du e-commerce amène un canal supplémentaire de distribution. Hein, on bascule dans ce que vous connaissez du online-offline. C'est comme, il n'y en a pas un qui va disparaître, ils vont se compléter, hein, et ils s'inventent différemment. Hein, nos beauty advisors dans des boutiques et qui ont fermé, elles se sont inventées sur du social commerce. Et elles vont savoir faire les deux. C'est la beauté de la capacité d'accompagner les gens. Et par exemple, nous, quand on considère qu'on a des moyens financiers, on n'a pas utilisé le chômage partiel en France alors qu'on avait des milliers de collaborateurs qui auraient pu en bénéficier. On s'est interdit ça. Parce que quand on est devenu une entreprise qui vaut 200 milliards d'euros en bourse et qu'on est la 30e entreprise du monde par sa valorisation, on considère qu'on a des grands devoirs. Donc voilà, moi ce qui m'importe, c'est comment des entreprises comme nous, il y en a beaucoup en France qui vont traverser cette crise en se réinventant et en faisant des profits et des résultats économiques importants, les redistribuent. Hein. Nous, l'année dernière, on a distribué notre accord d'intéressement participation. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ont dit l'année est difficile, on ne le donne pas. Alors, si vous me demandez mon avis, je ne trouve absolument pas ça normal. Je pense qu'on doit être exemplaire. Et alors souvent les gens me disent, mais oui, non, c'est facile pour toi de dire ça parce que tu es chez L'Oréal. Je dis, mais tu crois quoi, qu'on joue au loto tous les semaines? Tu crois que les résultats de L'Oréal sont le fruit du hasard? Tu crois que non, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment on enclenche une spirale vertueuse qui fait que, là je rediscutais encore avec mes équipes, l'accord d'intéressement et de participation de L'Oréal, c'est 200 millions d'euros redonnés à 15 000 collaborateurs en France. Hein, c'est 200 millions d'euros. Donc quand vous êtes une entreprise qui redonnait 200 millions d'euros, je ne vous parle pas des salaires, je ne vous parle pas des rémunérations valables, je vous parle de l'intéressement en participation, dans lequel, nous, L'Oréal, on est une entreprise qui sommes pratiquement au maximum de ce qu'on peut donner ici légalement. Moi, je serais intéressé que l'État dise, pour des entreprises qui sont si, entre guillemets, avancées, changeons le plafond. Alors vous allez me dire, je peux donner plus, mais à ce moment-là, je vais être soumis à plus de charges. Ok, mais enfin, nous, on considère que la pression fiscale et les impôts français, ça va, c'est déjà bien. Moi, on ne s'est pas encore parlé, mais moi, je viens effectivement d'Aix-en-Provence. Le lycée où j'ai fait mes études est en zone d'éducation prioritaire. Et c'est pas parce que je porte une cravate, un costume et que mon accent paraît très lycée que j'ai rien à, entre guillemets, cacher. Je viens des classes moyennes françaises et j'en suis extrêmement fier. Par contre, j'ai jamais imaginé, je peux même pas dire à mes parents aujourd'hui ce que je paye comme impôt parce que je n'ai pas imaginé moi-même. Hein, et j'ai pas imaginé non plus m'établir à l'étranger. Donc ça va. Je paye des écoles, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y a un certain montant pour pouvoir partir. Il y a un état d'esprit. Non, mais il y a un état d'esprit. Je pense qu'il y a surtout un état d'esprit. C'est d'abord un état d'esprit avant d'ouvrir les portes. Très bien, merci pour toutes ces informations, Jean-Claude. C'est très riche. Impact emploi, on peut en parler peut-être. Impact emploi France, vous avez la première place du classement, L'Oréal France, dans la catégorie parité. Et donc c'est vrai que ça revient souvent en fait concernant L'Oréal. Comment vous faites pour avoir un index d'égalité à 96%? Et c'est quoi enfin, comment ça a été calculé? On a 15 sociétés juridiques, hein, si on parle d'index Chiappa-Pénicaud, et notamment sur un des indices qui est d'avoir entité par entité des femmes dans les plus fortes rémunérations. C'est pas tout le temps le cas. J'ai des sociétés où c'est pas le cas aujourd'hui, donc on est en train de le faire évoluer. Parce que là aussi, il y a que les hommes pour penser qu'il y a des femmes qui veulent être promues parce que ce sont des femmes.
femmes, elles veulent être promues parce que c'est les plus fortes. C'est pas, leur qualité de femme leur donne pas nécessairement accès à ça. Donc il y a ça. Et ensuite, globalement, j'ai encore des sociétés où je dois travailler. Donc, nous travaillons, hein, nous étions 95, 96. Donc, l'objectif fixé aux équipes, c'est de gagner 1 point tous les ans. Donc, on sera à parité, on sera dans cet indice chez Apapenico, on sera à 100% dans 2 ans, parce qu'on va faire 97 là, enfin dans 3 ans. On sera dans 3 ans à 100%. Et ensuite, je me suis rendu compte en faisant des benchmarks que visiblement, il y a des entreprises qui m'ont l'air de remplir ces chiffres de façon un petit peu, je qualifierais, rapide. C'est-à-dire Je ne vais pas citer l'entreprise, mais là, il y a une dirigeante de L'Oréal qui a rejoint une autre entreprise du CAC 40 qui s'est tournée vers nous sur le calcul de l'indice dit chez Apapenico dans cette très très grande entreprise française. On a repris le calcul avec elle. Fait par nous, ça donnait pas tout à fait les chiffres qu'ils avaient. Donc je pense que, si vous voulez mon avis, dans le CAC 40, j'irai sérieusement auditer les chiffres et la sincérité des chiffres donnés par beaucoup d'entreprises. Je pense que c'est calculé ou sur la holding ou sur un certain nombre de trucs. Donc nous, on a donné même en avance l'ensemble de nos sociétés et ce qui se passe, parce que quand on donne l'indice global, mais j'ai des sociétés à 100%, et des sociétés, bon, on avait fixé que c'était impossible d'avoir des entreprises sous les 75, mais j'ai des entreprises à 85, 86. Oui, c'est des scores 17 sociétés. soviétiques. Ok. Bon, très bien, Jean-Claude. Merci pour toutes ces explications et pour cette vision très claire des gros mots comme la digitalisation ou l'obligation de faire des choses quand les crises nous proposent de le faire, alors qu'il suffit juste de se laisser porter vers la direction de là où on veut aller et on se fait effectivement aider par les crises et les opportunités. C'est très intéressant. Et puis avoir une boussole qui est de mettre l'humain au cœur. Hein, là, tout le monde a beaucoup commenté ce qui s'est passé chez Danone. Moi, je pense simplement, chez Danone, les valeurs étaient les bonnes, mais ils étaient largement et depuis longtemps sortis de ce double projet. C'est ça la réalité. Même quand nous, on parle de start-up, une start-up, au début, c'est peu de gens. Hein, Facebook, c'est peu de gens il y a très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps, justement. Est-ce qu'ils ont gardé ces valeurs humaines ou humanistes? Je ne le pense pas. Donc voilà. Mais au départ, un entrepreneur, il a toujours les mêmes valeurs. Est-ce qu'il les garde ou est-ce qu'il les perd? C'est ça dont chez L'Oréal, on est très fiers. C'est 115 ans plus tard, avoir toujours ces valeurs au cœur. Voilà. Bon, très bien. Une dernière question du coup, Jean-Claude, rapidement. Comment on fait pour les garder, ces valeurs? Parce que c'est en recrutant des personnes où on s'attache à recruter exactement ces personnes qui ont la... Voilà. Ouais, on cherche des gens qui vont vraiment faire du bien aux autres. Et je peux vous dire que si on fait bien, des gens qui, comme moi, font bien leur métier, ça saute aux yeux de voir des gens qui sont, dans le langage commun et populaire aujourd'hui, des bonnes personnes, des gens qui vont essayer de donner quelque chose ou des gens qui vont essayer surtout de prendre. Et donc voilà, moi j'essaye surtout des gens qui, des valeurs très importantes, c'est servir plutôt que se servir. Merci, la boucle est bouclée. On revient à ce cercle vertueux, Jean-Claude, dont vous parliez au début de cette interview. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Merci Jean-Claude. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte, Qui décrochera le job? Patati et patata.